L'Iran qui célèbre aujourd'hui la traditionnelle journée nationale de l'armée, un grand défilé militaire en présence du président Rouhani à Téhéran, comme dans d'autres villes iraniennes d'ailleurs. L'armée iranienne est l'un des piliers de ce régime, avec bien sûr les célèbres gardiens de la révolution islamique et les milices Bassadji. Une armée puissante et moderne, forte au total d'environ 750 000 hommes. Le président Rouhani a pris la parole lors du défilé à Téhéran pour affirmer que l'Iran n'a aucune intention d'agresser d'autres pays, mais se défendra face à toute attaque. Cette armée qui se veut, a-t-il dit, la garante des institutions iraniennes. Et concernant la question nucléaire, nous avons déclaré, a dit le président, au monde que nous sommes des gens de raison et de dialogue. Un extrait de la déclaration ce vendredi du président iranien. L'armée ne se heurte jamais aux groupes politiques et ne s'immisce pas dans le jeu politique. L'armée n'a jamais fait de remarques sur la nation et le gouvernement élu du peuple. Les militaires poursuivent toujours la défense du pays, de la révolution et du système. Nous avons indiqué au monde pendant les pourparlers nucléaires et nous le répétons. Nous ne sommes pas les tenants de l'agression. Nous ne supportons pas la guerre. Nous soutenons ce qui est raisonnable et logique. Nous soutenons le dialogue. Nous n'attaquons pas de pays, mais nous répliquerons fermement à n'importe quelle agression contre l'Iran. Alors, pour parler du rôle de l'Iran en 2014, avec nous en plateau, Thierry Coville, de l'IRIS. Vous êtes donc économiste, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes un spécialiste de l'Iran. Vous avez écrit entre autres L'Iran, la révolution invisible. C'était aux éditions La Découverte en 2007. Et vous êtes aussi professeur à Novancia, qui est une école de commerce à Paris. Puis en face de vous, David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'Institut, donc chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient et des relations entre le monde arabe et l'Iran, et vous avez écrit l'Iran pluriel chez l'Harmattan en 2011, et vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE. Voilà. Alors une première question qui sera la même pour tous les deux. L'Iran, Thierry Coville, est-ce que l'Iran a vraiment changé depuis l'élection d'Hassan Rouhani il y a 8 mois, en fait, son entrée en fonction il y a 8 mois? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que l'Iran a élu un président qui est quand même l'antithèse d'Ahmadinejad dans beaucoup de domaines. Par exemple, en ce qui concerne la politique étrangère iranienne, on est plus passé une politique classique qui est basée sur la diplomatie. C'est le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de négocier sur le nucléaire. Donc on est revenu à une politique étrangère assez classique et quand même l'antithèse de la politique de la provocation et du rapport de force d'Ahmadinejad. David Rigoulet-Rose, c'est un vrai changement parce qu'on dit souvent qu'en fait le président Rouhani n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est un peu un président 4e République et que le vrai pouvoir est aux mains du guide Ali Khamenei. Oui, dans l'architecture des institutions de la République islamique, c'est vrai, mais après il y a quand même la dimension politique dont il a été investi au moment de l'élection présidentielle qui n'est pas anodine. Son élection lui donne un vrai pouvoir. Oui, en tout cas lui donne effectivement, il incarne des aspirations incontestablement de la population iranienne. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai changement par rapport à une rhétorique belliqueuse préexistante. Et vous êêtes d'accord avec Thierry Coville, le changement est surtout, je dirais, se marque surtout au plan de la politique internationale, la politique étrangère de l'Iran. Oui, encore qu'il y a quand même des constantes dans la politique étrangère de l'Iran, justement par-delà les différents personnages. Faut rappeler que Rouhani est quand même un homme du sérail, c'est pas du tout quelqu'un qui sort comme ça du chapeau. Il a eu des responsabilités très importantes, notamment pendant la guerre en Irak, en termes militaires, etc. Donc c'est quelqu'un qui a l'oreille du guide, enfin qui connaît bien le guide. Et il a la particularité d'être à la fois, d'avoir des très bons rapports avec Rafsanjani et le guide. Ce qui n'est pas facile parce que le guide et Rafsanjani, évidemment, ont des difficultés à s'accorder, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il se présente souvent, il l'a encore dit aujourd'hui, comme un homme de dialogue, de compromis avec l'Occident. C'est une vraie nouvelle ligne politique de l'Iran aujourd'hui, ce dialogue, ce compromis. C'est pas nouveau, si vous voulez. Ce qu'il faut dire pour peut-être présenter, il y a quand même une vie politique en Iran qui existe dans les structures de la République islamique d'Iran. Donc, quand on fait de la politique en Iran, il faut respecter notamment le principe de Velayat-e-Faril, qui est la supériorité du religieux sur le politique, qui est le rôle du guide, qui est le numéro 1 du régime, Ali Khamenei. Mais à l'intérieur, il y a des mouvements politiques. Si vous voulez, actuellement en Iran, on va dire, il y a des conservateurs radicaux qui sont ligne dure, qui voudraient qu'il n'y ait pas de négociation sur le nucléaire, que l'Iran continue à enrichir l'uranium sans discuter, qui sont pas pour la reprise de relations avec les États-Unis. Et vous avez, on va dire, un courant réformateur qui était plus pour l'ouverture politique, symbolisée, vous savez, par l'élection des protestations de l'élection 2009, la vague verte. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec Rouhani, et il n'y a pas que lui en Iran, il se situe au milieu.
Il dit on veut respecter le système, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on veut pas chambouler, on est des gens du système. Un peu comme le président Ratamil a été il y a quelques années. Je pense qu'il y a une différence. Effectivement, il y a des connivences. D'ailleurs, il a été soutenu pour son élection présidentielle par le mouvement vert, donc le mouvement réformateur, et par Ratami. Ouais. Par contre, là où il y a une différence, c'est effectivement quelqu'un qui est un fidèle, qui a été très fidèle, qui a eu des positions importantes dans le système de sécurité iranien, système de sécurité militaire, qui connaît très bien Khamenei. Donc, on va dire, il a la confiance de Ali Khamenei. C'est peut-être là où il y a la différence avec Ratami. Et on va dire, je veux pas critiquer, je veux pas dire que Ratami était un intellectuel un peu rêveur, mais il y avait un peu de ça. Rouhani, c'est pas du tout un rêveur, c'est un pragmatique, comme il le dit, à l'intérieur du système. Donc, il veut un peu concilier toutes les aspirations, à la fois respecter la République islamique, mais concilier effectivement les aspirations de la société iranienne d'abord, à plus de liberté et plus d'ouverture sur l'étranger. Alors il y a 2 dossiers au moins dans lesquels l'Iran est vraiment au cœur de ces dossiers. C'est d'abord la question nucléaire iranienne, évidemment. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les intentions de l'Iran en la matière? Est-ce qu'on peut croire, en tout cas, les intentions de l'Iran en ce qui concerne donc le nucléaire uniquement civil, le développement civil de l'énergie nucléaire? En tout cas, dans le cas des négociations et de l'accord qui a été signé en novembre dernier, les étapes qui avaient été programmées ont été respectées, ce qui explique d'ailleurs... L'objectif, c'est d'arriver à un accord global, je crois, en juillet. En juillet. Il y a un accord de 6 mois, éventuellement renouvelable une fois. Mais les 2 parties souhaiteraient quand même finaliser le maximum en juillet. Et preuve quand même que les choses avancent. Les déblocages des centaines de millions de dollars qui ont été programmés jusqu'à juillet se font dans l'ordre des choses, dans la mesure où les rapports de l'AIEA confirment qu'effectivement l'Iran respecte ses engagements. Pour l'instant, on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, il y a un respect des engagements de part et d'autre d'ailleurs. Thierry Coville, est-ce que vous avez tendance à croire, je dirais, en la bonne foi des Iraniens en la matière? Je pense que justement, la façon dont vous posez la question, c'est pas une critique contre vous, mais c'était une manière de poser la question, qu'est-ce que veut faire l'Iran, etc. Là, à la limite, la question est pas là. Il y a eu un accord. Ouais. Est-ce qu'il est respecté? Oui. C'est-à-dire que l'Iran s'engage à arrêter d'enrichir l'uranium à un niveau qui peut être éventuellement militaire, supérieur à 5%. Pour l'instant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en échange, l'Occident doit diminuer les sanctions pour arriver à un accord final qui prouverait que le programme nucléaire de l'Ran devienne... Donc jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, pour on peut faire l'instant, confiance. Il y a un accord qui a été signé, il est respecté par l'Iran. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ça, je pense que on n'en sait rien. L'avenir le dira. Alors un autre dossier important, c'est la situation en Syrie, où là aussi l'Iran joue un rôle, puisque l'Iran est un des soutiens du régime de Bachar el-Assad, soutien du Hezbollah aussi dans la région, qui participe au combat tous les jours. Ce qui veut dire que pour l'Iran, c'est une carte diplomatique qui joue, la carte syrienne. La carte syrienne est très importante pour l'Iran, dans la mesure où c'est le seul pays arabe qui est l'allié de la République islamique depuis longtemps. C'est vrai que l'Iran s'est beaucoup investi sur le plan économique et jusqu'au plan militaire, puisqu'il y a les membres de la force Al-Quds qui est sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément Rouhani qui a la main là-dessus. C'est le général Soleimani, et donc c'est les passes d'Aran, c'est les gardiens de la révolution. C'est ça. Donc les 2 choses sont associées évidemment dans la stratégie générale du pays, mais sont pas toujours les mêmes personnes qui ont les leviers justement pour influer. Il n'en reste pas moins que Rouhani, qui est d'ailleurs souvent... En même temps, ça peut être un moyen de pression de l'Iran sur les Occidentaux, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la position de Rouhani par rapport à l'environnement régional arabe. On l'appelle arabiste. Il est parfaitement au fait de toutes ces questions, et il est plutôt dans une logique d'apaisement quand même au niveau régional, pour éviter que la tension sunnite-chiite prenne des proportions incontrôlables. Thierry Coville, on a souvent tendance, en tout cas vu de France, à sous-estimer l'Iran, à méconnaître l'Iran, qui est une pièce maîtresse dans cette région, et peut-être au-delà d'ailleurs. Je ne sais pas si on sous-estime, mais si vous voulez penser, comme on l'a fait là, lors de la réunion de Genève là, sur la Syrie, qu'on peut arriver à un accord sans l'Iran, c'est irréaliste. Donc il y a effectivement un décalage complet, on va dire, entre la position française et la réalité du terrain, qui fait de l'Iran un acteur clé de la crise syrienne. La position française, pour traduire ce que vous venez de dire, elle est trop anti-iranienne. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elle est pro-saoudienne. On veut dire, on a l'impression, moi j'ai été à une conférence récemment au Moyen-Orient, il y a un sentiment que la France a choisi son camp, si vous voulez. Et compte tenu des tensions actuelles, je pense que c'est un positionnement très risqué. C'est important ce que vous dites, parce que là, on est en plein dans cette fracture aussi entre les sunnites et les chiites. La France aurait choisi son camp, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour ne pas le nommer, et disons, de le délaisser un peu l'Iran.
Il y a un jeu d'équilibre assez compliqué pour la position française, qui est effectivement dans le prolongement de Sarkozy, le Qatari. Et, il y a un rapprochement de plus en plus affirmé avec les pétromonarchies, qui est relativement ancien. Hein. On a une base aussi aux Émirats. Enfin, je veux dire, donc c'est un peu compliqué. C'est aussi les restes d'une politique arabe de la France. Enfin, il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu. Je note quand même que pour la conférence de Genève concernant justement la place de l'Iran, il y avait une délégation iranienne de manière non officielle qui était à Genève. Donc même si au niveau officiel l'Iran n'était pas présent, l'Iran était bien là. Alors on peut poser la même question d'ailleurs par rapport à la diplomatie américaine. On a l'impression, elle, qu'au contraire, que la diplomatie américaine, elle aurait plutôt, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre, fait le choix de l'Iran ces derniers temps. Je pense pas que si vous voulez, ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que c'est une réflexion qui a été engagée de connaissance. Je pense que il y a eu un effort de connaissance sur la place de l'Iran et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas régler un certain nombre de crises. Il y a l'Irak, on n'en a pas parlé, il y a l'Afghanistan, il y a la Syrie, sans discuter avec l'Iran. Et que la politique d'isoler l'Iran ne marchait pas. Et qu'ils avaient beaucoup plus à gagner à discuter avec l'Iran. Pour les États-Unis, l'interlocuteur dans la région, maintenant, c'est l'Iran. D'abord. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'ils ont des alliés traditionnels. Mais disons, ils ont des intérêts communs. Ils ont un ennemi commun maintenant, qui est très clair, qui sont les extrémistes sunnites et Al-Qaïda. Ouais. Donc, ils se sont rendus compte qu'en Syrie, quelque part, ils avaient un ennemi commun. Et ils commencent à discuter avec ça de l'Iran. Alors, je dis pas que ça va changer toutes les alliances, mais on voit qu'il y a une reconfiguration. Je veux dire, objectivement, vous avez quand même, des soutiens, on va dire, de l'Arabie Saoudite à des groupes extrémistes sunnites qui sont relativement dangereux, qui peuvent poser des problèmes de création d'État islamique. Ça se passe en Syrie, ça se passe en Irak actuellement. Je veux dire, donc là, les États-Unis pensent à ça et voient qu'ils ont un intérêt objectif à se rallier avec l'Iran, tout à fait. Un dernier mot. Oui, il y a une convergence d'intérêts objectifs, c'est vrai, qui se dessine. Et on peut noter aussi que ça pose la question de la pérennité de l'alliance avec l'Arabie Saoudite, en sachant qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole saoudien depuis avec les gaz de schiste. Et évidemment, c'était un élément de l'alliance depuis 1945, depuis le pacte de Quincy. On assiste à un vrai il y a incontestablement quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette situation en Iran. Merci beaucoup.